для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. L'annonce officielle de l'armée israélienne a eu lieu samedi matin. Selon elle, Hassan Nasrallah a été tué dans les frappes massives de vendredi qui ont visé le siège du mouvement islamiste armé dans le sud de la banlieue de Beyrouth. C'est une figure très emblématique de la politique du Moyen-Orient, du monde arabo-musulman depuis une trentaine d'années. Le 27 septembre 2024, Benjamin Netanyahou est à New York, au siège des Nations Unies, où il déclare devant un auditoire très parsemé « Nous n'accepterons pas qu'une armée terroriste, perchée à notre frontière nord, soit capable de perpétrer un autre massacre du type du 7 octobre. » Puis il s'isole avec 2 conseillers dans une salle sécurisée et donne son feu vert à l'opération visant à assassiner Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais. À 18h20, en quelques secondes, 80 tonnes de bombes de fabrication américaine vont être lâchées sur un bloc de 6 immeubles au cœur de Haret Trek, le fief du Parti de Dieu, dans la banlieue sud de Beyrouth. Le chef du Hezbollah, qui vient de s'y réunir avec son état-major dans un bunker souterrain, y périra ainsi qu'une centaine de personnes au total. Un mois plus tard, le 27 novembre 2024, un cessez-le-feu sera signé entre les 2 adversaires. Celui-ci ne sera pour autant pas respecté par Israël, et de fait, la guerre n'est finalement pas terminée. Si le Hezbollah a certes connu une décapitation de son commandement, et qu'un coup très dur lui a été porté, l'issue de ce conflit, pourtant, est bien plus difficile à déterminer qu'il n'y paraît. Un an après ces événements, j'ai pu exceptionnellement rencontrer un responsable militaire du Hezbollah à une centaine de mètres du lieu de l'assassinat de son chef. Nous l'appellerons Jawad, et pour des raisons de sécurité évidentes, sa voix, ici, a été remplacée par celle d'un acteur. Cette rencontre a été rendue possible par un long travail de terrain de plus de 18 ans au Liban qui traduit une volonté d'apporter un éclairage nouveau sur l'un des principaux acteurs politico-militaires de la région. Notre approche consiste à esquisser les bases d'une meilleure compréhension et rompt avec les standards traditionnels, et nous concevons que cela peut susciter des questionnements, des analyses ou des points de vue différents, voire opposés. Au cours de ces 14 épisodes, nous allons débattre de cette guerre, de l'axe de la résistance, de ses chefs, de son histoire, de son infiltration par l'ennemi et des assassinats qui en sont suivis, de l'utilisation de l'intelligence artificielle militaire, des objectifs et des moyens de cette guerre, des stratégies et des tactiques utilisées, ou encore des conditions du cessez-le-feu, mais surtout des enjeux d'une guerre asymétrique. Nous nous appuierons donc sur le témoignage de Jawad, sur ceux d'un député et ancien ministre du Parti de Dieu, rencontré à la même époque, ainsi que sur des documents édités par le Centre de recherche et de développement, un think tank regroupant des chercheurs proches du Hezbollah, notamment une publication, La guerre des premiers braves, qui propose une vision stratégique approfondie qui dépasse le récit documentaire traditionnel. Le sujet de cette série documentaire, la guerre, la stratégie militaire, est évidemment très sensible et certains propos tenus par des intervenants, qui n'engagent qu'eux-mêmes, pourraient heurter des auditeurs. Cependant, l'objectif reste d'apporter des éléments à un débat public et de débattre donc de faits et de positions politiques affirmées par plus d'une quinzaine d'intervenants au cours de ces 14 épisodes. Ils sont chercheurs, analystes, anciens officiers ou membres des services de renseignement, et l'auteur et les producteurs de ce podcast ne partagent pas forcément leur point de vue. Ainsi, au cours de cet épisode, interviendront Agnès Levallois, analyste spécialiste du Moyen-Orient, présidente de l'IREMO.
Bernard Ourcade, géographe, spécialiste de l'Iran, chercheur émérite au CNRS. Guillaume Ancel, ancien officier français de l'armée de terre. Olivier Masse, ancien officier français, puis membre de la DGSE. Il a été notamment chef de poste à Beyrouth. Mohamed Rawaja, un député libanais du mouvement Amal, allié du Hezbollah au Parlement. Il est également auteur d'une série d'ouvrages sur la stratégie militaire. Hussein Haj Hassan, membre du Hezbollah depuis sa création, ancien ministre et député au Parlement libanais. Je m'appelle Emmanuel Iriart et vous écoutez Récit stratégique, la guerre asymétrique au XXIe siècle, le cas du Hezbollah libanais. Un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs. Épisode 1. De quoi le 7 octobre est-il le nom ? Notre récit débute donc le matin du 7 octobre 2023 à 6h30. Je vais commencer au 7 octobre parce que, en fait, le 7 octobre, c'est le déclencheur. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, je pense que ce n'est pas l'objet du podcast. Guillaume Ancel, ancien colonel de l'armée française et écrivain. Mais le 7 octobre 2023, le Hamas déclenche une opération que je vais qualifier de terroriste. Pourquoi ? Parce qu'elle utilise la terreur, elle n'a pas d'objectif militaire. Et dans lequel il va y avoir 1200 morts et 250 otages. C'est un traumatisme complet pour la société israélienne parce qu'elle ne s'attendait pas à cette attaque, alors que les services de renseignement israéliens l'avaient remonté plusieurs fois à Netanyahou. Et Netanyahou l'avait écarté. Pourquoi ? Parce qu'il voulait se concentrer sur une seule chose, la colonisation brutale de la Cisjordanie. J'ai un doute, et que je continue à avoir compte tenu de son silence, sur le rôle qu'a joué Vladimir Poutine, puisqu'on se souvient qu'en octobre 2023, lui, il est empêtré dans la guerre en Ukraine, et qu'à ce moment-là, il y a une contre-offensive qui est au milieu du gué. Et donc, il faut absolument qu'il arrive à créer une diversion, notamment pour l'aide américaine qui est puissante. Et je pense qu'il a joué un rôle, d'autant plus qu'il ne dit jamais un mot sur cette attaque. Donc, on voit bien que c'est inhabituel de sa part qu'il se mêle de tout, surtout quand il faut flanquer le chaos. S'il ne s'agit pas de traiter de ces attaques, encore faut-il comprendre quels sont le déclencheur de ces 2 années de conflit. C'est donc l'objet de ce premier épisode qui tente de répondre à cette question. Le Hezbollah savait-il pour le 7 octobre ? Et s'il ne l'a finalement pas planifié comme de nombreux analystes ont voulu l'écrire en 2023, quel lien avec le Hamas et la Palestine l'ont-ils poussé à entrer dans cette guerre ? إلى جميع مجاهدين كتائب الشهيد عز الدين القسام وجميع الوحدات والتشكيلات العسكرية الضرب بيد من حديد أروا الله منكم ما يحب أغيظوا عدوكم وأروه من بأسكم الشديد الله أكبر بسم الله وعلى بركة. ماذا أحسست عندك؟ أسعد يوم بحياتك. Qu'est-ce qu'on a ressenti ce jour-ci ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ce jour-ci ? C'était le jour le plus beau de ma vie. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. J'étais à la maison avec mes enfants. J'ai commencé à pleurer. Je n'ai pas réalisé ce que je voyais. C'était un rêve qui habite tout résistant, toute personne qui lutte contre l'occupation. Nous sommes martyrisés, tués par Israël depuis 1948. J'ai vu le long cheminement qui a amené jusqu'au 7 octobre. La liste est longue des crimes commis contre les nôtres, nos parents, nos grands-parents, l'humiliation, l'expulsion de nos villages, etc. Toute l'oppression subie par la Palestine, par le peuple de Palestine. Ce jour-ci, j'ai ressenti que toutes les forces dominantes dans le monde ont connu un moment d'effondrement. Malgré tout ce qui s'est passé, ce jour restera le plus beau jour de ma vie. Quoi qu'il se passe ensuite, jusqu'à ce qu'on assiste peut-être à la libération de la Palestine, ça sera un jour meilleur. C'était un jour de justice. Le peuple palestinien a pu quelque part se rendre justice partiellement. Un jour de justice pour l'oppresseur est bien plus terrible qu'un jour d'injustice pour l'opprimé. Le Hamas, dont le nom est l'acronyme partiel de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, soit mouvement de résistance islamique,
fondée en 1987 lors de la première intifada palestinienne, ou plus exactement sa branche armée, les brigades Ezz-e-Din el-Qassam, du nom de ce précurseur du nationalisme palestinien et de la lutte contre le colonialisme français en Syrie, puis britannique et sioniste en Palestine mandataire au début du XXe siècle. La branche armée du Hamas, donc, qui annonce à travers un enregistrement audio d'une dizaine de minutes de Mohamed Deif, son commandant, l'opération Déluge d'Al-Aqsa, du nom du troisième lieu sacré de l'islam situé à Jérusalem, en représailles, je le cite, à la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa par les Israéliens. Cette branche armée, qui est passée de cellules effectuant des attaques dans les territoires occupés ou en Israël à partir de 1991, a une force militaire plus traditionnelle, notamment à Gaza, depuis la victoire du Hamas aux élections de 2007. En réalité, il y a une différence, une divergence d'opinion au sein des élites palestiniennes et arabes au sujet de ce qui s'est passé ce jour-là. Mohamed Rawaja, député du mouvement Amal au Liban. Peut-être que ceux qui ont planifié l'opération Déluge d'Al-Aqsa n'avaient pas imaginé qu'elle allait être une opération réussie à ce point. Mais ils n'avaient pas non plus imaginé que les conséquences allaient être de l'ampleur que nous connaissons et que nous voyons encore aujourd'hui. C'était une opération extrêmement complexe, extrêmement téméraire. De mon côté, je ne peux être que du côté de la résistance, pas simplement pour des raisons de solidarité humaine ou de parti pris intellectuel. Nous portons en réalité la même cause. Le peuple palestinien subit une oppression extrême depuis plus d'un siècle et je ne peux oublier les responsabilités centrales de l'oppresseur et ceux qui le soutiennent en Occident. Comme le disait Arnold Toynbee, l'historien britannique très connu, le défi provoque toujours une réaction. L'occupation suscite toujours la résistance. C'est le droit de tous les peuples du monde de résister. Le peuple français aussi a connu cette expérience, l'occupation, et il y a eu une résistance il y a 85 ans. Cette branche armée du Hamas ne va pas opérer pourtant seule Déluge d'Al-Aqsa, en cela que les branches armées d'autres mouvements palestiniens, dont les islamistes de la brigade Al-Quds du djihad islamique qui pourtant affronta seul l'armée israélienne en 2021, sans aide du Hamas, ce qui contribuera peut-être à faire croire alors à une absence de volonté de conflit armé de sa part, comme le mentionne ici en octobre 2023 Tsaki Hanegbi, le conseiller à la sécurité nationale de Netanyahou, mais nous y reviendrons. En tout cas, oui, à cette période, avant le 7 octobre, le Hezbollah paraissait sans doute l'ennemi public numéro 1. Olivier Mass, ancien officier et chef de poste de la DGSE à Beyrouth. Parce qu'avec beaucoup plus de capacités, avec une petite profondeur stratégique, avec le soutien de l'Iran indéfectible, avec une montée en puissance du nombre de ses vecteurs, de ses missiles, etc. Et je pense aussi que ça a expliqué un petit peu l'échec du renseignement israélien de ne pas avoir vu le Hamas qui était perçu comme un acteur avec de moindres capacités, moins dangereux, plus infiltré, avec des sources humaines. Les Israéliens avaient pas mal de sources au sein du Hamas, mais ces sources-là, finalement, n'ont pas donné beaucoup de renseignements. Finalement, elles n'étaient pas si bien tenues que ça. Et donc, à cette période-là, oui, c'est le Hezbollah qui paraît le plus menaçant. Et donc, on regarde plus le Hezbollah plutôt que l'ennemi intérieur du Hamas qui passe sous le radar. Mais aux côtés de ces deux formations islamistes, on trouve aussi des mouvements laïques, pourrais-je dire, avec les brigades de la résistance nationale du Front démocratique de libération de la Palestine, ou bien les brigades Abou Ali Mustafa du Front populaire de libération de la Palestine, deux organisations que l'on classera à gauche, ainsi que des dissidents du Fatah, pourtant opposés au Hamas, au sein de la brigade des martyrs d'Al-Aqsa, qui vont s'unir pour participer à cette opération, un jour de Shabbat pour Israël, et le jour de la fête de Siam Torah,
50 ans, jour pour jour, après le déclenchement de la guerre du Kippour, le 6 octobre 1973. Ouais, alors c'est une opération du point de vue du Hamas, de ceux qui les conduit, tactiquement, pas stratégiquement et pas à long terme, mais techniquement, c'est une opération très réussie parce qu'elle déjoue les surveillances et les protections de Tsahal, les surveillances des différents services de renseignement, surtout le Shin Bet ou les renseignements l'Aman, les renseignements militaires. Le Mossad est peut-être moins impliqué dans la responsabilité. Mais voilà, donc c'est un mouvement qui est arrivé à contourner les surveillances techniques dont ils étaient l'objet, donc à faire passer, à monter une opération en évitant toutes les communications qui pouvaient être interceptées, donc en mettant peu de gens dans la confidence, en parlant de vive voix, etc. Donc ils sont arrivés à monter une opération clandestine et à faire une surprise. Après, c'est une monumentale erreur stratégique, puisque évidemment, en termes de destruction, les Palestiniens ont tout perdu là-dedans. Mais en tout cas, en termes stratégiques, en termes tactiques, d'une opération clandestine, c'est une réussite, à courte vue, mais c'est une réussite. En quoi consistent donc ces attaques ? D'abord au lancement de plus de 2500 roquettes sur Israël pendant 20 minutes, dans une profondeur allant jusqu'à 80 km, sans en attendre un grand bénéfice autre que tactique, en cela que cela va couvrir les attaques sur la barrière qui entoure tout le territoire palestinien et forcera les militaires israéliens à rejoindre les abris dédiés, que cela va également saturer le système d'hommes de fer, soit la défense antiaérienne israélienne, mise en place depuis 2011. Ce premier acte fait retentir les sirènes d'alerte dans la presque totalité du pays, qui compte déjà 5 morts. Le percement en plusieurs dizaines de points de la clôture de sécurité, longue de plus de 59 km, va être maintenant réalisé en 2 temps. Il faut d'abord au Hamas et à ses alliés s'attaquer à distance par des missiles anti-chars, des tirs de sniper ou des munitions rôdeuses, donc des drones, aux nombreux capteurs, caméras et antennes, ainsi qu'aux tours de guet disposés tout au long de cette barrière. Les unités du renseignement militaire, dont l'unité 8200 en charge de cette barrière, ont d'ailleurs tenté, depuis au moins le mois de juillet précédent, d'alerter l'état-major israélien de la possibilité d'une telle attaque sur son infrastructure, suite notamment à un exercice qu'avait alors mené le Hamas et qui ressemblait en plusieurs points au plan évoqué dans le document Mur de Jéricho. We said you need to attack now. Prime Minister might say, look, we didn't have legitimacy, not from the Israeli society, not from the international community, maybe, but why didn't you prepare? Ce document, d'une 40aine de pages en possession du renseignement israélien depuis plus d'1 an, détaillait une attaque hypothétique du Hamas sur les villes du Sud. Cette menace ne sera pas prise au sérieux par les décideurs israéliens ayant jugé le scénario imaginaire. Et le 7 octobre, le système de surveillance est donc inopérable et les troupes non préparées. Les technologies équipant cette barrière, qui auront coûté plus d'$1 milliard, ne sont plus d'aucune utilité. Et le percement de la muraille peut désormais continuer à l'aide d'explosifs, de roquettes ou de bulldozers sur au moins une 20aine de points du nord au sud de la bande de Gaza. Ce qui va permettre à des commandos de s'infiltrer sur le territoire israélien et attaquer des postes militaires disposés autour de l'enclave palestinienne. Ils s'y sont entraînés pendant des mois à Gaza, dans au moins 6 camps distincts, et certains sont même allés jusqu'en Iran pour cela. Ils savent exactement comment franchir ce mur en passant par-dessus, par-dessous, à travers, par voie terrestre, aérienne ou maritime. Ainsi, certains commandos, notamment ceux qui vont atteindre le site du festival de musique techno Tribe of Nova, vont utiliser des paramoteurs de fabrication tchèque pour s'infiltrer au sein du territoire israélien par les airs. Si la première utilisation d'un parapente de la sorte a été effectuée en 1987, lors d'une attaque jugée dévastatrice au Liban Sud sur la base de Beth Hillel, provoquant la mort de 6 soldats et en blessant 10 autres,
Le renseignement israélien redoutait plus sa mise en action par le Hezbollah libanais que provenant de la bande de Gaza. Autre fait presque anecdotique mais qui résume l'ampleur de ce plan d'attaque, la formation de commandos marines du Hamas qui vont utiliser des canots pneumatiques ou des embarcations plus classiques pour mener un raid sur la base Bahat 4 qui jouxte le kibbutz de Zikim au nord de la bande de Gaza. Ils sont rejoints par des commandos qui ont ouvert une brèche à moins de 2 km de celle-ci dans le mur de protection. Quelques heures plus tard, Tsahal publie une déclaration annonçant que la base assaillie est désormais perdue. C'est le cas d'ailleurs de nombreuses bases militaires qui sont aveugles, mais aussi submergées par l'ampleur de cette attaque. Plus aucun capteur n'est alors braqué sur ceux qui viennent de s'infiltrer par voie terrestre, parfois en revêtant des uniformes des forces de sécurité israéliennes, afin d'ouvrir le chemin à d'autres commandos motorisés qui vont cibler, en moins de 30 minutes, 22 objectifs militaires autour de Gaza, dont par exemple le commissariat de la ville de Sderot, qui comprend 30 000 habitants, mitoyenne de Gaza, que Tsahal finira par détruire avec les assaillants et les otages à l'intérieur, à l'issue de près d'une journée de combat. Mais ce sont aussi les bases et ou kibbutz et moshav de Kfar Assa, Nahal Oz, Nir Oz, Be'eri, Rehem, Magen et Soufa plus au sud, jusqu'à Ofakim, à plus de 20 km à l'intérieur du territoire israélien qui sont attaqués ce jour-là. Il s'agit alors de 22 batailles sur le territoire israélien, auxquelles vont prendre part, selon les Israéliens, près de 2900 Palestiniens de différentes factions, avec des rôles minutés, bien précis, d'assaut ou de soutien, et disposant de renseignements détaillés ne provenant pas de sources ouvertes. Le Hamas aurait en effet profité des manifestations dites du droit au retour le long de cette barrière, à partir de 2018, pour cartographier précisément ses défenses, ses points sensibles, et la façon de les neutraliser. Certains civils ou clans vont alors s'infiltrer aussi et déborder l'organisation mise en place par Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza. Il semblerait que lui et les quelques commandants ayant pris part à la planification de cet assaut très minuté, qui ont contribué auparavant à l'endormissement des services de renseignement israéliens, notamment le Shin Bet, ont peut-être fini par surestimer une seule chose, la réponse immédiate israélienne. Typiquement, quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, Guillaume Ancel, ancien colonel de l'armée française et écrivain. L'armée israélienne a eu énormément de mal à réagir vite. Pourquoi ? Parce que c'est malgré tout une armée lourde qui ne s'attendait pas à une attaque de cette ampleur parce qu'ils n'avaient pas écouté leur service de renseignement. Or, il faut imaginer que dans une attaque comme ça, c'est un peu comme un incendie de forêt. Toutes les minutes perdues voient le feu s'étendre de manière exponentielle dans toutes les directions. Et donc, il aurait fallu intervenir dans les première heure, dans la première heure, là où les Israéliens ont commencé à intervenir au bout de la 3e heure. Donc c'était une catastrophe en soi. Ça, c'est typique de la guerre asymétrique, c'est-à-dire de se retrouver pris dans ses rigidités et dans sa lourdeur. Il faudra en effet plusieurs jours à l'État israélien pour reprendre possession de ces zones en utilisant une grande force de frappe, notamment aérienne, et en appliquant ici la doctrine Hannibal, qui consiste en la limitation ad extremum du risque de prise d'otage par tous les moyens possibles, et donc y compris au péril de ces derniers. Cette doctrine a été conçue durant les années 1980 en plein conflit avec le Hezbollah. Elle ne se base sur aucun texte officiel et a été créée afin d'éviter les échanges onéreux de captifs entre Israël et ses ennemis. Au final, après cette attaque et la confusion totale qui en ressort, on dénombrera près de 1200 morts côté israélien, dont 843 civils et 364 provenant du seul site du festival Nova. 251 disparus qui termineront en qualité d'otages dans la bande de Gaza, dont 74 sont originaires du kibbutz Nir Oz. On estime de l'autre côté à plus de 1500 le nombre de militants ou de civils palestiniens ayant perdu la vie dans l'opération Déluge d'Al-Aqsa.
Le Hamas produit ses propres armes, mais dispose aussi d'un soutien de poids, celui de l'Iran, ennemi juré d'Israël. Très vite, des analystes, notamment israéliens, vont chercher le donneur d'ordre à Téhéran, voire à Beyrouth. Il serait même question d'une réunion, pourtant secrète, tenue à Beyrouth entre tous ces dirigeants afin de planifier déluge d'Al-Aqsa. Le but serait de faire tomber les accords d'Abraham et donc de stopper la normalisation d'Israël avec de nombreux pays arabes qui, jusque-là, ne reconnaissaient pas l'État hébreu. En fait, avant le déclenchement du 7 octobre, Agnès Levallois, analyste spécialiste du Moyen-Orient, présidente de l'IREMO. il faut se replacer dans la stratégie qui est menée par Donald Trump qui vise à ce que les pays arabes normalisent leurs relations avec Israël. C'est vraiment la ligne force de ce mandat de Trump. 4 pays ont accepté de normaliser, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Et des négociations ont cours avec l'Arabie saoudite, qui pour les Américains serait le gros morceau, si je puis dire, à intégrer dans ces accords qui avaient été signés en 2020. Et le Liban, parallèlement à ce processus, négocie avec Israël sur la question des frontières maritimes et qu'il y a de fait une négociation, indirecte bien sûr, mais une négociation entre Israël et le Hezbollah, puisque le Hezbollah est directement concerné par cela et qu'on a le sentiment, en tous les cas à la veille du 7 octobre, que cette négociation a bien avancé et permet à certains de dire que, eh bien, ça devrait pouvoir être conclu. Donc, on a un paysage paradoxal, si je puis dire, où il y a toujours un discours très véhément contre la politique d'Israël et en même temps une volonté de la part de plusieurs pays à normaliser les relations avec l'État hébreu. Et tout ça, ça me paraît un point important sur fond d'abandon total de la question palestinienne et ce qui va conduire, me semble-t-il, aux attentats du 7 octobre. Que sait-on aujourd'hui pour autant de cette planification et de l'implication notamment du Hezbollah dans ces attaques? Car si l'on prête assez rapidement la responsabilité de cette opération au Hezbollah, les Israéliens redoutaient en fait une attaque provenant de sa frontière nord à l'époque. Et si on cherche à impliquer les Iraniens, notamment la section des gardiens de la révolution islamique dénommée Force Al-Quds, c'est parce qu'elle forme et soutient financièrement le Hamas palestinien ou le djihad islamique, notamment dans la bande de Gaza. Tout de suite aussi, n'oublions pas qu'il y a eu toute cette polémique quand même en se disant mais la réunion qui a organisé le 7 octobre s'est déroulée à Beyrouth quelque temps auparavant. Il y a eu aussi tout ce récit. Moi, à ce stade, je suis incapable de savoir si c'est vrai, pas vrai, de ce qui a été discuté, de quelle a été la part d'implication ou même simplement de connaissance par le Hezbollah de cette opération. J'en sais rien. Moi, j'ai quand même tendance à considérer que pour que cette opération ait pu se réaliser comme elle s'est réalisée, il ne devait pas y avoir trop de personnes au courant, parce que sinon ça ne marche pas, et qu'on sait qu'il y a un certain nombre quand même de personnes qui sont payées par le renseignement israélien au sein au Liban et au sein même du Hezbollah, on l'a vu. Donc, j'ai tendance à penser que le Hezbollah n'était pas... Que le Hezbollah sache que quelque chose pouvait se préparer, oui, mais sûrement pas dans le détail de ce qui s'est véritablement déroulé et que du coup, j'imagine qu'ils ont été aussi pris de court par l'ampleur de cette opération, et du coup aussi par l'ampleur de la réaction qui a été menée. Si l'on accuse de cette attaque l'axe de la résistance dans son entier, et donc à sa tête la République islamique d'Iran, cela vient aussi de la complexité de cette entité en matière de relations internationales et de coopération militaire. Sur le plan militaire, Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais, docteur en sciences politiques, analyste spécialisé sur les relations internationales. Bien sûr qu'un front régional anti-israélien qui allait de Gaza jusqu'au Yémen en passant par le Liban et la Syrie et l'Irak était très important. Malgré qu'il n'y avait pas une chambre d'opération militaire commune entre les Palestiniens et les Libanais, et les Syriens, et les Yéménites, et les Iraniens. Il y avait une coordination plutôt politique. Bien sûr, il y avait une coopération militaire entre le Hamas et le djihad palestinien et le Front populaire
de libération de la Palestine, les brigades de Abu Ali Mustafa, entraînées au Liban par le Hezbollah. Et il y a eu cette coopération pour échanger les tactiques, les renseignements, pour aussi entraîner les cadres palestiniens pour aller en Cisjordanie et aller à Gaza à travers l'Égypte pour organiser les cellules de résistance à Gaza. Entre le Hezbollah, les Iraniens, les gardiens de la révolution iranienne, les Palestiniens, il y a eu cette coopération, cette collaboration. Mais on peut dire que sur le plan militaire, il n'y avait pas ce front militaire uni. Donc c'est un réseau régional d'acteurs non étatiques, des organisations des acteurs non étatiques, qui est les fronts de résistance dans la région, beaucoup plus que c'est un front militaire anti-israélien. Ceux qui vont accuser le Hezbollah dès le 7 octobre se trompent donc largement sur ses intentions en 2023. Pour être très clair, dès le départ et d'ailleurs, il y a eu des prises de position officielles publiques dès le début par le Hezbollah. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. Je peux affirmer qu'il n'y avait pas de coordination avec les organisateurs de l'attaque du 7 octobre. Le Sayed ne le savait pas. Les dirigeants iraniens, les dirigeants du Hamas à l'étranger non plus. Certains au sein du Hamas, à Gaza, ne savaient pas qu'il y avait une opération. Mais ceci ne constitue pas un problème pour cet axe. Cet axe est quelque chose d'assez unique. Il ne ressemble absolument pas à ce qu'on étudie habituellement dans les relations internationales. Toute alliance se base soit sur des intérêts communs, des intérêts matériels liés à l'État, soit sur une alliance basée sur un certain nombre de principes que je qualifierais de nobles. Nous considérons que notre front, notre axe, rassemble des groupes de déshérités qui combattent le colonialisme représenté par Israël dans cette région. Il y a bien sûr un État parrain, mais même l'Iran est quelque part en position de pays dominé face aux puissances impérialistes. Ce qui peut paraître étrange avec cet axe, c'est qu'il n'a pas de centre de décision auquel obéissent tous ses membres. Nous sommes, parce que nous partageons cette vision, cette idéologie, un axe où les acteurs convergent autour d'un objectif. Ce que je suis en train de dire ici, j'en ai des preuves par centaines. Nous avons un objectif commun, un objectif déclaré, celui d'affronter l'ennemi israélien. Mais chaque pays dans cette région a aussi sa propre dynamique, ses caractéristiques propres, ses conditions, ses capacités matérielles et morales. Nous sommes en mouvement permanent. Il y a des changements permanents, ce qui n'était pas vrai en Iran il y a un mois, l'est devenu aujourd'hui. Et nous avons un certain nombre de valeurs qui nous unissent. C'est comme ça qu'on peut comprendre la réalité de cet axe. C'est pour ça que, lorsqu'on parle de cette opération, elle fut menée par le Hamas à Gaza contre notre ennemi commun. Pourquoi ? Pour aller de l'avant dans les objectifs qui nous sont communs. Nous ne savions pas, mais nous n'étions pas tristes ou contre cette opération. Enfin, le troisième point, c'est que le Hamas, surtout, a toutes les raisons du monde et tous les justificatifs pour mener une opération de ce genre. En effet, dès 1979, la jeune République islamique d'Iran, désireuse de voir s'étendre son influence, mais aussi la révolution islamique, a commencé à soutenir des mouvements révolutionnaires chiites au Moyen-Orient, le Hezbollah au Liban et des groupes opposés au régime de Saddam Hussein en Irak. Depuis, la République islamique d'Iran coordonnerait plusieurs mouvements dans la région, dont Hashd al-Sha'abi, qui regroupe elle-même plusieurs milices, dont Kataeb Hezbollah en Irak, Ansar Allah au Yémen, le Hezbollah libanais, et donc le Hamas et le djihad islamique en Palestine. Le régime islamique est aussi l'allié de la Syrie de Bachar el-Assad jusqu'à sa chute en 2024, au sein de ce que l'on appelle l'axe de la résistance. Le terme a été créé par le journal libyen Al-Zaf al-Akhdar en 2002, en opposition à l'affirmation du président états-unien George W. Bush
qui prétendait que l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord formaient un axe du mal. Puis le journal iranien Jomhouriya Islami reprend l'expression en référence à l'insurrection chiite en Irak, écrivant en 2004 que, je cite, « Si la ligne des chiites d'Irak a besoin d'être connectée, unifiée et consolidée, cette unité doit être réalisée dans l'axe de la résistance et la lutte contre les occupants. » Ça fait 40 ans qu'ils bâtissent leur axe de la résistance à travers l'Irak, la Syrie, le Hezbollah et accessoirement Hamas. Cette alliance serait liée par une solidarité se renforçant sans cesse face aux attaques occidentales qu'elle subit et partagerait des objectifs politiques similaires pour la région du Moyen-Orient, à savoir se libérer de la domination impérialiste des États-Unis et d'Israël. Ce dernier est désigné par le terme antitétionniste, en référence à l'idéologie qui conduisit à la création de l'État hébreu en 1948. Pour mieux comprendre la réalité de cette alliance atypique en matière de relations internationales, qu'est l'axe de la résistance, il faut s'arrêter sur le parcours d'un homme, son ingénieur en chef et brillant stratège, reconnu d'ailleurs comme tel par les Occidentaux, qui en tant que général des gardiens de la Révolution est nommé à la tête de la force Al-Quds, cette unité d'élite spécialisée dans la guerre non conventionnelle, le renseignement et les opérations extérieures. L'ingénieur et le brillant stratège de cet axe de la résistance était un major général d'origine très modeste qui s'est engagé dans ce mouvement révolutionnaire et militaire dès 1979 et qui participera, avant de prendre de telles fonctions, à la guerre Iran-Irak où il sert sur le front sud et apprend alors à s'infiltrer en territoire ennemi. Il terminera la guerre en tant que chef de la 41e division Sarala. Qassem Soleimani, c'est son nom, va être à partir de 1997 l'architecte de l'axe de la résistance en formant des bataillons chiites pakistanais ou afghans, en se rendant sur le terrain et en combattant avec les uns et les autres, du Liban en Irak, notamment contre Daesh, en passant par la Syrie, en nouant des liens avec les Houthis au Yémen, mais aussi en finançant ses frères sunnites du djihad islamique et du Hamas palestinien. Il est certain que Soleimani est un excellent général. Bernard Ourcade, géographe, spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. Très proche de ces hommes, efficace. C'est pas un terroriste. Quand la ville de Tikrit a été prise par les troupes contre Saddam Hussein, les sauvages, les barbares qu'il avait sous ses ordres voulaient piller et violer tous les habitants de la ville. Il a dit non. Nous sommes une armée, on a pris une ville, les gens sont vaincus, on ne massacre pas, on ne pille pas. Ainsi, il sera durant la totalité du conflit de 2006 opposant Israël au Liban, aux côtés de Imad Mournier, le chef militaire du Hezbollah, et il connaîtra le même destin funeste que ce dernier en étant lui assassiné le 3 janvier 2020 par un tir de drone à sa sortie de l'aéroport de Bagdad, qui élimine avec lui des responsables des gardiens de la Révolution et de Ha'ash al-Sha'abi, la coalition paramilitaire irakienne composée de milices chiites mais aussi sunnites, chrétiennes et yézidis, fondées en 2014 pour combattre Daesh. Il est remplacé à son poste par Ismaël Kahani, que l'on soupçonne d'avoir participé à Beyrouth à des réunions de préparation avec le Hamas et le Hezbollah à des attaques coordonnées contre Israël. Et c'est un homme sérieux, qui était utilisé par les gouvernements iraniens parce qu'il était justement le plus radical, le plus fort, le plus efficace, pour négocier avec l'Arabie Saoudite, pour trouver une solution. Disant, l'Iran ne va pas libérer Jérusalem, les sanctions sont énormes. Depuis la chute le fait que Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire, la perspective de développement économique est arrêtée. Et donc, la situation est très mauvaise. Et l'Iran ne peut plus soutenir ses proxys, soutenir le Hezbollah, soutenir les milices en Irak et tout le monde, et Bachar el-Assad, de façon continue. Il faut trouver une solution. Et Soleimani, qui était le plus actif, parce qu'il était crédible, son élimination permettait d'évacuer la recherche d'une solution et de favoriser les plus radicaux, en disant si les radicaux arrivent au pouvoir, affaiblis parce que Soleimani n'étant plus là, ils seront affaiblis, on pourra éliminer militairement les opposants. Et c'est la théorie d'Israël. Je bombarde, je détruis physiquement les gens, sans trouver de solution politique. Alors Soleimani cherchait une solution politique. Ce qui est important, et contrairement à ce qu'on disait, l'arrivée au pouvoir de Raïssi en Iran, élu en 21, on dit c'est un apparatchik, c'est vrai,
radical. C'est pas un radical, c'est un pragmatique, c'est un apparatchik. Il n'a pas d'idéologie. C'est même pas un grand religieux. Il n'a même pas sa licence de théologie. Mais c'est quelqu'un qui veut que ça marche. Il est là pour ça, pour que ça marche. Ne pas oublier qu'à l'époque, l'Iran et l'Arabie Saoudite étaient en guerre. Le bombardement des raffineries de pétrole saoudiennes par les Iraniens, en clair, a été un choc pour les Saoudiens, qui se sont rendus compte qu'ils étaient fragiles par rapport à l'Iran. Les États-Unis refusaient leur soutien, n'allaient pas rentrer en guerre pour défendre l'Arabie Saoudite. Il fallait trouver un accord. Soleimani était de ceux qui faisaient la négociation avec l'aide du gouvernement irakien, disant il faut sortir de ça. Sinon, regardez l'Irak. C'est un grand pays qui a été écrasé par Saddam Hussein, les guerres ensuite. Regardez la situation des Irakiens aujourd'hui. Regardez la Syrie. Regardez l'Afghanistan. Bon, c'est dramatique. Il faut sortir de ça. Et finalement, qui gagnera du chaos général? Israël. C'est pour cela que Soleimani était un symbole. Alors, je n'ai pas le détail de sa carrière, si vous voulez, sauf pour dire qu'il aurait été peut-être l'homme capable de faire entendre raison aux plus radicaux en Iran, parce qu'il était chef des radicaux. Si vous êtes un démocrate islamique modéré, qui parlait à des dernières révolutions qui ont fait le coup et aidé le Hezbollah pendant 40 ans, ne serait pas crédible. Si vous êtes le général qui a commandé ses forces pendant des années, un général sérieux, vous pouvez leur dire, écoutez mes amis, bon voilà, on a eu un très bon succès, mais il faut changer de stratégie. Il est crédible. En tuant Soleimani, on a enlevé la crédibilité de l'Iran. Cela dit, le débat a continué. Et ce qui est très important, c'est que, la Chine décide au mois de mars 2023 d'arrêter la guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, disant « mettez-vous d'accord ». Et les pays sont d'accord pour résoudre les 1000 problèmes qui restent et ce n'est pas encore fini. Ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'il y avait un problème dans le Moyen-Orient, c'est la question palestinienne. Et que si Iran et l'Arabie Saoudite, qui pourrait, comme en 1973, quand Nixon était rendu dans la région, a dit au roi d'Arabie au Shah, vous êtes les gendarmes du Golfe pour protéger mon pétrole. Ça redevient 70 ans plus tard la même réalité. Mais tant que la question palestinienne sera sur la table, tant que la question d'Israël ne sera pas résolue d'une façon ou d'une autre, on ne pourra rien faire. On va s'opposer, il y aura des conflits. Et c'est là le projet qu'il y avait de trouver une solution. Et c'est là que le Hamas militaire s'est opposé au Hamas politique qui était prêt à regarder la situation, parce qu'il fallait bien qu'il s'en sorte quelque part. Que le Hamas a fait le coup du 7 octobre en faisant une opération scandaleuse qui a obligé Israël à surréagir. Bon. Et qui a piégé l'Iran. Le 7 octobre n'a pas été fait pour l'Iran, il a été fait contre l'Iran, qui voulait à ce moment-là mettre le Hezbollah, les milices Houthis, les milices de Bachar el-Assad, en les soutenant moralement, mais les mettre sur le côté. Là, la résistance devait être défendue politiquement, on n'allait pas tout abandonner, l'héritage de Soleimani, mais l'utiliser comme un moyen de pression pour aboutir à quelque chose de positif. Le Hamas est pourtant une composante qui peut paraître assez éloignée religieusement et politiquement de cet axe plutôt composé de chiites, en cela qu'il est sunnite d'une part, car issu des frères musulmans, et qu'il a pris au cours des années 2000 à 2020 parfois des positions opposées à l'axe en matière de géopolitique et de relations internationales. Ainsi, il soutint l'opposition armée au régime syrien dès 2011, puis l'intervention saoudienne au Yémen contre Ansar Allah, et qu'il n'hésita guère non plus à chasser le mouvement chiite palestinien Harakat al-Sabarin de la bande de Gaza en 2019, après avoir arrêté plusieurs dizaines de ses membres. Pourtant, 3 jours après le début de ces attaques en Israël, le mardi 10 octobre 2023, soit au moment où Israël déclare avoir tout juste repris le contrôle de tous les sites concernés par l'attaque, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, déclare « Nous baisons la main de ceux qui ont planifié l'attaque contre le régime sioniste ». Le lendemain, c'est le porte-parole du Hamas, Ghazi Hamad, qui déclare que son groupe bénéficie d'un soutien direct de l'Iran, qui s'est engagé selon lui, je cite, à soutenir les combattants palestiniens jusqu'à la libération de la Palestine et de Jérusalem. Ce n'est pas un lien avec Hamas, c'est le lien avec la Palestine. Hussein Hajj-Hassan, député et ancien ministre du Hezbollah. Hamas est créé en 1989. Avant, c'était Fatah. Avant, c'était Abdelkader al-Husseini et Izz-Eddin al-Qassam. Le lien, c'est avec la Palestine. Hamas, c'est comme nous, un parti qui peut être créé et puis qui peut être n'importe quoi après. Le lien, c'est la Palestine. Le lien, c'est la sécurité communautaire arabe. Le lien, c'est la sécurité de la région.
C'est ça le lien. C'est avec la Palestine, avec les droits du peuple palestinien, avec l'occupation israélienne de Mazar al-Shiba et al-Kfar Shuba au Liban, avec l'occupation israélienne du Golan, avec l'occupation israélienne de la banque Ouest. C'est ça le lien. Ce n'est pas un lien avec un parti. C'est un lien avec un pays, une cause, avec l'histoire, l'actualité et le futur. C'est comme le lien entre la France et l'Italie, la France et l'Espagne, la France et l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. La sécurité commune, l'espoir commun, le futur commun, les dangers communs. Il y a un lien avec un parti, mais le lien, le global, c'est le lien avec la Palestine. Parce que si le Hezbollah, ou les Pasdaran d'ailleurs, ont eu aussi des liens avec quelques autres islamistes à travers le monde au nom du djihadisme transnational dans les années 1990, ces relations sont certes moins fortes et plus récentes qu'avec la Palestine, même si ces militants aiment à rappeler qu'ils ont combattu sur d'autres fronts. On parle ici d'un engagement politique et militaire symbolique, par exemple durant la guerre de Bosnie de 1992 jusqu'aux accords de Dayton en 1995, où une grosse centaine de combattants libanais, et quelques Iraniens également, vont mettre le pied en Europe pour soutenir leurs frères bosniaques au sein de l'unité paramilitaire El Moudjahid, aux côtés d'anciens de l'Afghanistan, beaucoup plus nombreux parmi les milliers de combattants internationaux qui s'y trouvent. Cependant, la cause palestinienne restera toujours centrale dans le discours des révolutionnaires chiites. Les Palestiniens sont les voisins directs de ces habitants du sud Liban, dont les collines mènent directement aux villes côtières comme Haïfa ou celles de l'intérieur comme Nazareth. Il y a même des familles où les mariages ont rapproché encore plus les Palestiniens et les Libanais depuis l'époque ottomane. La question religieuse aussi est l'attachement à Jérusalem, par exemple, que l'Iran et donc le Hezbollah célèbrent chaque année par un jour de fête, entre autres signes que le combat pour la libération de la Palestine est au cœur de leur engagement. Il faut voir que Yasser Arafat a été le premier chef d'État, entre guillemets, rendant visite à Khomeini 2 jours après la prise du pouvoir par Khomeini. Bernard Ourcade, géographe, spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. Et donc, parce que pour lui, effectivement, c'est un changement important. L'Iran soutenait Israël pour le pétrole, l'Iran a fait un terminal pétrolier, l'Iran ravitaillait l'Israël en pétrole, et donc le fait que le régime tombe était symboliquement très important. C'était le pays le plus important, finalement, qui pouvait soutenir la cause palestinienne. Mais pour les islamiques, la cause palestinienne, la libération de Jérusalem, était un moyen de rentrer dans le monde musulman. L'Iran du Shah n'avait pas de carte islamique. L'Iran est un pays musulman depuis le XVIe siècle, mais l'Iran du Shah n'avait pas de véritable carte islamique. Ce n'est pas son problème. Mais il essayait même de s'en détacher. Mais dans la composante de la révolution iranienne, Khomeini, forcément, a une place importante. Il s'agissait donc pour lui de montrer qu'il s'intéressait au monde musulman et disait aux pays voisins: débarrassez-vous des dictatures d'Arabie Saoudite, de Jordanie, d'Égypte ou d'ailleurs, et faites comme nous, faites une révolution. Et donc, cette ambition révolutionnaire, un peu comme en France, la Révolution française a voulu exporter les idées de la Révolution, l'Iran a eu le même dynamique. Et quelle est la meilleure façon de pouvoir rendre l'Iran sympathique? L'Iran, il ne parle pas arabe, ils sont chiites, ils sont totalement coupés du monde musulman. Mais si vous dites « je vais libérer Jérusalem », alors là, tout le monde comprend, depuis Casablanca jusqu'au Pakistan. Et donc, c'était un moyen pour l'Iran de rentrer dans le monde musulman et d'être sympathique, alors qu'ils étaient inconnus et marginaux, dans le monde musulman. S'il existe donc des liens réels et très anciens entre le Hezbollah et les Palestiniens, ce lien a été l'objet de différentes fractures, notamment avec le Fatah dont il était proche, le parti de Yasser Arafat dans les années 1970-80, qui, lorsqu'il a signé les accords d'Oslo au nom de l'OLP en 1993, a finalement reconnu Israël, et c'est à ce moment-là que s'est constitué un front du refus qui souhaitait la continuation d'un affrontement militaire. C'est à ce moment-là que le Hezbollah s'est donc rapproché du Hamas palestinien. Plus tard, ce même Hamas se rapprochera lui de la Turquie, alors que le parti chiite d'Hassan Nasrallah, dès 2015, interviendra lui en Syrie en soutien à Bachar al-Assad contre des mouvements notamment proches des frères musulmans dont est issu le Hamas ou soutenus par la Turquie. Comme n'importe quelle, si vous voulez, quelle diversité qui peut se créer entre la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne ont fait beaucoup de guerres. Hussein Haj Hassan,
député et ancien ministre du Hezbollah. Maintenant, ils sont des amis, non? Parce qu'ils ont des intérêts communs, non? La tension qui a été faite avec Hamas durant la guerre de la Syrie est beaucoup plus faible que le lien avec la Palestine, qui est un lien si vous voulez, un lien de destin, avec la Palestine. Un lien, si vous voulez, de futur stratégique. Il faut donc noter qu'au sein de cet axe de la résistance, ses alliés font des choix géopolitiques qui les opposent aussi parfois. C'est sûr que Saïd Nasrallah était un leader, un chef qui a dépassé les frontières sur le plan charismatique, sur le plan personnel, sur le plan politique, idéologique. Mais vous savez que les ennemis ont beaucoup de moyens pour créer des tensions. Beaucoup de gens reprochent à nous, au parti, à Saïd Hassan Nasrallah, l'intervention en Syrie. Mais ils coupent la question. Avant de reprocher à Saïd Nasrallah l'intervention en Syrie, il faut voir pourquoi cette intervention. Pourquoi? Pour autant, le lien et le discours de solidarité avec la Palestine est extrêmement présent au sein du parti chiite. En fait, ce qu'on peut dire, me semble-t-il, c'est que le Hezbollah s'est présenté avec les Iraniens comme les derniers défenseurs de la cause palestinienne. Agnès Levallois, analyste spécialiste du Moyen-Orient, présidente de l'IREMO. Et que ce lien s'établit à travers le soutien au Hamas, même s'il peut y avoir des divergences. Mais l'important, finalement, pour le Hezbollah comme pour l'Iran, c'est de montrer que ce sont les derniers, les seuls, qui continuent à s'intéresser à la cause palestinienne, qui a été abandonnée par tous les autres pays de la région. Et les accords d'Abraham sont la démonstration du fait que les pays arabes qui signent ou ceux qui sont en train de négocier abandonnent cette question palestinienne. Et donc le Hezbollah se fait fort, lui, de montrer qu'il n'abandonne pas cette question palestinienne, qu'elle est absolument importante. Et c'est vrai que les deux mouvements se rejoignent dans le fait de résister à Israël, de résister à la stratégie mise en place par Israël. Des cadres militaires, comme Imad Mournier, le chef militaire du Hezbollah, et de nombreux militants du Hezbollah, ou des personnalités importantes comme Anis Nakash, auront débuté leur militance auprès du Fatah de Yasser Arafat dans les années 70. Ils se sont formés militairement dans la Beka libanaise, dans des camps d'entraînement palestiniens, de différentes factions palestiniennes d'ailleurs. Et c'est là que se formeront d'ailleurs ceux qui vont fonder plus tard les Pasdaran, soit les gardiens de la révolution islamique en Iran à partir de 1979. On comprend donc que la génération qui commande le Hezbollah en 2023 a eu un parcours et un lien très fort avec la Palestine, et notamment les Palestiniens réfugiés depuis 1948, vivant dans 12 camps répartis sur tout le territoire libanais. Mais il paraît difficile pour autant de faire naître des liens forts avec des militants qui vivent dans une enclave à quelques centaines de kilomètres au sud ou sont incarcérés dans des prisons israéliennes et qui militent depuis 1987 sans être passés par le Fatah, dont a été proche le parti libanais jusque-là. Le lien avec la Palestine est prédécesseur de toutes les personnalités. Hussein Haj Hassan, député et ancien ministre du Hezbollah. Ce lien revient des années et des années de l'histoire. Ce lien, Saïd Hassan Nasrallah n'était pas venu dans la vie qu'en 1959. Mais le lien avec la Palestine revient des années et des années. Revient à la guerre de 47-48 où tous les Arabes ont participé dans cette guerre. Malgré les résultats après. Le lien revient en 1956 lorsque Israël, la France et la Grande-Bretagne ont mené une guerre contre l'Égypte. Le lien revient en 1967 où tous les Arabes ont connu une défaite qui a touché tous nos sentiments. Certainement, la personnalité de Saïd Hassan Nasrallah et des dirigeants de Hamas
les dirigeants de Hezbollah et les dirigeants de Hamas a un certain rôle, c'est sûr, mais ce n'est pas seulement la personnalité, mais le lien est historique, géographique, religieux, chrétien et musulman. Le lien, donc, il est historique, géographique, religieux, sécuritaire, familial. Il y a des familles des deux bords qui ont vécu ensemble, où il y a des mariages linguistiques, la même langue arabe, communautaire, nous sommes une nation arabe. Et c'est là, peut-on dire, qu'Israël va jouer malgré lui un rôle majeur dans le tissage de ces liens entre le Hezbollah et le Hamas. En décembre 1992, en expulsant, malgré la condamnation du Conseil de sécurité de l'ONU et en violant la Convention de Genève, en expulsant donc 415 cadres palestiniens du Hamas et du djihad islamique vers le sud Liban, Israël va permettre, là aussi, des connexions auparavant impossibles à établir. Parmi ces 415 expulsés, intéressons-nous au parcours de deux d'entre eux. Tout d'abord, Saïd Seyam, un proche du leader spirituel du Hamas, Cheikh Ahmed Yassin, alors détenu par les Israéliens. Ce militant, originaire du camp de Shati à Gaza, a déjà été arrêté et incarcéré à de nombreuses reprises depuis le déclenchement de la première intifada en 1987. Il va continuer sa formation politique au Liban et de retour en Palestine, il deviendra ministre de l'Intérieur du gouvernement de Ismaël Haniyeh. En 2006, à ce titre, il va utiliser l'expression d'axe de la résistance à la télévision iranienne, dans lequel il inclut le Hamas, aux côtés de la Syrie, de l'Iran et du Hezbollah. Au-delà des mots, le symbole est fort et marque un ancrage auprès de la République islamique. Il sera tué à Gaza avec son fils par un bombardement israélien lors de l'opération Plomb durci en 2009. Si l'on a déjà cité Yahya Sinwar comme organisateur central du 7 octobre, il faut revenir sur les conditions dans lesquelles il devient chef du Hamas. Et c'est là qu'intervient notre deuxième protagoniste, symbolique de ce rapprochement entre les deux mouvements islamistes, celui du Hamas et celui du Hezbollah, qui ont pu connaître des divergences depuis quelques années. En effet, en 2011, un échange de prisonniers est effectué contre Gilad Shalit, le soldat franco-israélien enlevé à Gaza en 2006. Et parmi les 1027 prisonniers palestiniens libérés apparaît Yahya Sinwar, qui a alors effectué 22 ans de détention en Israël. Sa libération est en fait négociée par Saleh El-Arouri, palestinien originaire de Ramallah, qui vient de quitter, lui, les geôles israéliennes un an auparavant et a dû s'engager à quitter la Palestine, ce qui l'amènera en Jordanie d'abord, puis en Syrie à partir de 2012, où du fait de la crise syrienne, où les frères musulmans sont opposés finalement à Bachar el-Assad, il doit partir vers la Turquie, puis en 2015 pour le Qatar, quand Ankara finit par se rapprocher elle-même des Israéliens. Il terminera finalement son périple, un peu à l'image des soutiens internationaux du Hamas, au Liban en 2018. C'est désormais dans la banlieue sud de Beyrouth qu'il va tisser des liens avec notamment Hassan Nasrallah et les dirigeants iraniens, jusqu'en janvier 2024 où un drone israélien le ciblera. C'est d'ailleurs à ce titre d'interlocuteur privilégié que le matin du 7 octobre, Yahya Sinwar aurait fait appel à lui pour prévenir en personne le chef du Hezbollah du déclenchement de l'opération Déluge d'Al-Aqsa. À ce stade, nous avons donc établi que le Hezbollah n'était pas au courant, pas plus que l'Iran, de ce plan d'attaque, et encore moins de la date du lancement d'une telle opération, mais que pour autant, il a souhaité rester aux côtés du peuple palestinien et du Hamas à Gaza, afin de le soulager dans cette guerre qui allait débuter alors que Israël rappelait 360 000 réservistes, une première dans l'histoire de l'État hébreu, alors qu'on estime à 30 000 le nombre de combattants du Hamas à Gaza. L'épisode 2 de ce documentaire nous permettra de comprendre ce front uni voulu par Hassan Nasrallah et la stratégie de guerre et de négociation qu'il souhaitait mettre en place.